à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la Brève de l'énergie, podcast d'Alva. Donc aujourd'hui pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle Cherami, General Manager Honeywell Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas Honeywell, c'est un chiffre d'affaires global de plus de 38 milliards de dollars. C'est 100 000 collaborateurs dans le monde. Honeywell fait partie de ce qu'on peut appeler le Big Three en Europe, aux côtés de Siemens, de Schneider, qui sont des fabricants de matériel de régulation, de matériel électrique et de plein de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir au cours de ce podcast avec Gwenaëlle. Honeywell, pour les plus avisés, c'est aussi la supervision GTB la plus connue du monde. Niagara, c'est près de 1,4 million de supervisions installées dans le monde. Et enfin, Honeywell, c'est un portefeuille de marques que va nous présenter Gwenaëlle. C'est Trend, le leader historique au Royaume-Uni. Saia, l'excellence suisse reconnue pour ses automates, notamment industriels. Centralline, on en parlera, qui vit ces derniers jours. Et enfin, Tridium Niagara, donc la fameuse couche logicielle la plus connue du monde. Gwenaëlle, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter toi, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours. Merci Maxime, et je suis très heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous et avec toute ta communauté pour parler effectivement de Honeywell et de nos solutions dans le domaine du bâtiment. Donc pour me présenter, je suis donc Gwenaëlle Cherami, je suis française, expatriée déjà depuis un certain nombre d'années. Je gère donc la division Honeywell du bâtiment pour tout ce qui est gestion technique du bâtiment. On va revenir, je pense, plus tard sur le portefeuille. Et puis, donc pour l'Europe, c'est un ensemble de marques et un périmètre qui est sur Europe, plus Grande-Bretagne, Norvège, Suisse, voilà, la grande Europe, on va dire. Quasi-continentale, l'Europe continentale. Quasi-continentale, oui. Absolument. Quelques îles qui traînent ici et là, mais dans l'ensemble, oui, c'est ça. D'accord. Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta formation académique ? Parce qu'aujourd'hui, j'en profite toujours, j'aime bien toucher un mot aux étudiants aussi pour savoir quels sont les parcours, surtout quand on a des grandes entreprises comme ça. Quel a été ton parcours académique ? Tu es ingénieur, toi, Gwenaëlle ? Alors non, moi j'ai un parcours business, j'ai fait une école de commerce située pas très loin d'ici, Port d'Asnières, l'ISC, l'Institut supérieur de commerce, et j'ai complété avec une formation en Angleterre, donc plutôt sur la marketing vente, c'est mon background académique. Et puis ayant fini mes études en Angleterre, j'ai commencé ma carrière professionnelle en Angleterre. Étant française, parlant couramment l'anglais, je me suis dit quelle entreprise pourrait être intéressée par mon profil. C'est comme ça que j'ai atterri chez Renault, les voitures à vivre. À l'époque, c'était la signature de marque de Renault, en Angleterre, où je suis restée environ 2 ans. Et puis après, l'appel de la gastronomie, de la culture française m'a rattrapée. Donc je suis revenue en France, où j'ai intégré Nissan. Donc vraiment dans le domaine automobile. J'ai fait une quinzaine d'années chez Nissan. Et puis il y a environ une dizaine d'années, je suis passée chez Honeywell. Toujours dans le domaine automobile. À l'époque, Honeywell avait une division automobile qui faisait en fait des solutions pour optimiser la consommation énergétique des véhicules à l'époque, donc des turbochargeurs entre autres. Cette division aujourd'hui s'appelle Garrett Motion, c'est une entreprise qui est séparée du portefeuille Honeywell. Et il y a environ 4 ans, j'ai rejoint le bâtiment dans la division GTB de Honeywell, avec, on va dire, les mêmes enjeux, les mêmes challenges qui sont toujours d'actualité, de réduire la consommation énergétique des bâtiments et leur empreinte carbone dans le contexte mondial de la sustainability, et avec à peu près les mêmes enjeux, avec des réponses techniques un peu différentes, mais le même focus sur les mêmes sujets. Donc l'énergie était un peu un fil conducteur dans ma carrière. Je comprends. Donc il y a eu le passage de l'automobile et puis optimiser l'énergie d'une voiture et maintenant celui du bâtiment. Voilà.
Est-ce que tu as constaté quand même des gros changements? Est-ce que ça a été dur de se mettre dans le bain, entre guillemets, puisqu'on est sur un secteur assez technique, hein. Oui. Je veux dire, et moi le premier, je suis pas ingénieur, ça fait beaucoup moins longtemps que je suis dedans, moi ça fait 3 ans et demi, mais je veux dire, comment tu t'es adapté un peu à... Est-ce que les codes étaient différents de l'automobile d'ailleurs? Est-ce que c'est... Oui, alors il a fallu évidemment apprendre la technologie. Il a fallu également que je l'apprenne dans l'automobile parce qu'à la base, venant de Nissan, j'étais vraiment sur du B2C. Donc, on va pas expliquer la technologie de la même manière dans le B2C que dans le B2B. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, de pouvoir passer sur du B2B et d'acquérir mes compétences sur une vente B2B, mettant en avant les capacités techniques des solutions qu'on peut apporter. Donc, je me suis adaptée en étant toujours curieuse et en posant beaucoup de questions à mes équipes quand j'ai rejoint la partie bâtiment pour comprendre les enjeux surtout. Et puis je crois qu'avoir un profil commercial dans un domaine très technologique est relativement utile parce qu'on peut très vite tomber amoureux de sa technologie et puis en oublier la mise en œuvre pratique et les bénéfices qu'elle peut apporter. Donc je trouve que c'est très complémentaire en fait d'avoir au sein d'une équipe des profils plutôt commerciaux marketing et des profils techniques, parce que le commercial marketing va s'assurer qu'il y a effectivement un débouché pour cette technologie et une application concrète avec des bénéfices réels pour le client qui va l'utiliser. Je comprends tout à fait, très clair pour ton parcours. Honeywell, c'est un ensemble de marques. Je disais en intro justement, même moi j'ai découvert que certaines marques appartenaient à Honeywell, donc c'est pour dire la grandeur un peu du portefeuille. Est-ce que tu peux nous expliquer, un peu nous présenter? J'ai parlé de Trend, Saia, Central Line et Tridium Niagara. Et est-ce que tu peux nous expliquer l'historique un peu de ces marques et quelles sont leurs spécialités à chacune d'entre elles? Bien sûr. Alors Honeywell, c'est implanté en Europe par une succession d'acquisitions. Donc, tu en as cité quelques-unes, effectivement, la marque emblématique Trend, une marque anglaise à l'origine, ou la marque Saia, suisse à l'origine, sont la résultante d'acquisitions. Et pas uniquement. Je dirais que l'intégralité des portefeuilles des marques que mon équipe gère sur l'Europe est le fruit d'acquisitions. Si je devais un peu positionner et mettre un peu de clarté dans l'ensemble de ce portefeuille, je dirais que Trend est une marque qui est une solution propriétaire. La grande force et la signature de marque de Trend, c'est la rétrocompatibilité. Si vous êtes aujourd'hui un propriétaire d'un bâtiment tertiaire quelconque, que vous avez un système Trend en place, qui a été mis en place, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, vous devez faire une évolution de ce système pour permettre des nouveaux applicatifs plus en adéquation avec les enjeux législatifs ou les enjeux de réduction de la consommation d'énergie de votre bâtiment. La tête de pont peut être sur un nouveau système et un nouveau produit. Ce nouveau produit parlera avec un produit qui a 20 ans, qui est mis en place dans votre bâtiment. Donc vous avez quand même la garantie que votre investissement, il va vraiment durer dans le temps. Et nos solutions propriétaires pour les gens comme ton équipe, Alba, qui les développe et qui les engineer pour le marché, ces outils-là sont les outils Trend, l'outil 7, et excessivement flexible, facile d'utilisation, et les clients qui l'utilisent ont beaucoup de mal à revenir sur autre chose parce qu'il a vraiment une grande force de facilité d'utilisation et de capacité de programmation. Donc ça, c'est pour la marque Trend. Ensuite, on a parlé de SBC, Saia Burgess Control, donc la marque suisse de notre portefeuille, qui fournit des PLC et qui sont vraiment des PLC un peu à mi-chemin entre une GTB classique du bâtiment et des applicatifs beaucoup plus industriels. Donc qui en fait un peu un positionnement assez unique sur le marché. Saia, le portefeuille va particulièrement convenir pour des applicatifs qui ont besoin des applications, des bâtiments qui ont besoin
d'une précision extrême de mesure, de contrôle, rapidité, redondance. Donc ça va fonctionner vraiment pour des applicatifs comme du data center ou des gigafactories, des laboratoires pharmaceutiques, où là, la précision est vraiment très, très importante. De la même manière que Trend, l'outil engineering, il est propriétaire. Et de la même manière que Trend, en tout cas sur le rendu, très facile d'utilisation, qui permet une programmation multiple de plein de contrôleurs très, très rapidement et très apprécié également de nos clients. On va également retrouver SBC dans des applicatifs, on va dire, manufacturiers ou industriels. On a une grosse partie de nos clients sur la marque SBC qui utilisent en fait nos contrôleurs pour les mettre dans leurs propres machines et les vendre après à des clients finaux de leur côté. Donc ça, c'est pour la marque SBC. Ensuite, on a Honeywell, donc anciennement Centraline. On a changé le nom déjà il y a quelques mois. Mais moi, je ne connaissais pas Centraline. Centraline. Ouais. Juste dans des vieux tableaux, vert. Mais ouais. Je ne savais même pas que c'était Honeywell. Je connais que Honeywell. Donc on l'a renommé Honeywell. Et Centraline, je ne devrais plus le dire maintenant, on devrait dire juste Honeywell. Honeywell est une marque qui fonctionne sur un système d'exploitation Niagara. Et c'est la seule marque du portfolio en Europe. Après, il y a d'autres marques dans le monde qui utilisent Niagara, mais c'est la seule marque dans le portfolio qui utilise Niagara. D'accord. Donc avec tous les bénéfices, tu les as cités, de capacité d'intégration, c'est vraiment la signature de marque de Honeywell. Et nous, on prend le système d'exploitation Niagara, qui est commun à Honeywell, mais à beaucoup d'autres marques dans le monde. Et on va mettre dessus des applicatifs métiers, parce que l'utilisation de Niagara nécessite des compétences quand même très, très avancées. C'est un système qui a des capacités infinies, mais il faut vraiment bien le maîtriser. Donc nous, on adapte en fait un peu ce diamant brut en le rendant plus facile d'utilisation et plus opérationnel, on va dire, pour des applicatifs qui sont ceux qu'utilisent nos clients. Je dirais que le point commun de ces trois marques de GTB qu'on a dans le portefeuille, c'est un gros accent sur la cybersécurité. On a vraiment accès, tous nos nouveaux produits sont certifiés au plus haut niveau sur le marché. On en reparlera après des impératifs de cybersécurité. Je crois que c'est un point sur lequel on a vraiment mis l'accent et on va retrouver sur l'ensemble des marques. Et puis également, toutes ces marques, elles ont en commun des superviseurs qui tournent tous sur Niagara. Donc on a quand même cette capacité d'intégrer nos différents systèmes aussi au niveau des superviseurs qui, eux, sont en signature Niagara. Je comprends. Et pour être très précis sur ce que tu disais, quand tu parlais de solutions propriétaires, parce qu'attention avec le terme propriétaire, tu veux dire que ce ne sont pas des solutions open source, j'imagine, mais que ça reste des solutions ouvertes dans le sens où, en tout cas je le sais pour Honeywell, on peut connecter dessus des applicatifs comme un hyperviseur, etc. C'est pas fermé. Oui. Et donc quand tu disais propriétaire, ça veut dire que c'est pas open source parce que c'est du développement forcément. Oui, c'est-à-dire qu'un outil d'engineering Trend, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser chez une marque concurrente. Oui. Voilà. Mais ce qui est assez classique, je le fais repréciser en fait pour le podcast, parce que souvent on a tendance à dire propriétaire en opposition à solution ouverte et pas comme toi tu l'entends en fait, c'est pour ça que je le reprécise. Okay. Parce que sinon tout le monde va entendre, oula, c'est fermé, les vieux démons reviennent entre guillemets, alors que c'est totalement ouvert pour le coup, il n'y a plus du tout de fermeture propriétaire. Très clair pour ça, Gwenaëlle. Et justement, comment se passe un peu cette complémentarité entre les marques? Parce que finalement, on a Trend, on a Centraline, nouvellement Honeywell. Saya, je vois bien la spécialité. Et Trend Honeywell, du coup, en gros, c'est plus géographique, c'est par technologie, la différence entre les deux. Oui, alors toutes nos marques sont accessibles dans tous les marchés. Je dirais l'avantage d'avoir un portefeuille de GTB si large, et c'est de donner aussi le choix et d'adopter
de pouvoir offrir la solution la plus adaptée aux besoins du client. Comme je disais, Trend est très très fort sur le marché anglais, c'est une marque anglaise à la base et qui est très bien implantée. C'est également dans tout l'ouest de l'Europe, je dirais, de manière générale. Quand vous avez un système Trend, le client qui ne souhaite pas avoir une facture de rénovation énorme, Trend est une solution tout à fait adaptée grâce plutôt à cette rétrocompatibilité qu'offre le système. Après, si on est sur une rénovation qui nécessite énormément d'intégration, alors là, le portefeuille Honeywell va être probablement le plus adapté. Donc, je dirais que ces deux marques peuvent être parfois dans des situations où on pourrait mettre l'une ou l'autre, et que ça va dépendre en fonction de la géographie, en fonction de l'intégrateur qui va travailler sur le projet, de ses compétences, quelle solution on va pouvoir offrir dans l'ensemble de notre portefeuille pour répondre au mieux aux besoins du client. Je comprends. Et donc toi, tu es General Manager Europe de ce portefeuille. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton périmètre à toi en tant que General Manager Europe et quelles sont tes priorités en tant que General Manager Europe vis-à-vis de ces marques? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, la géographie, c'est vraiment l'Europe, plus on a dit Norvège, Suisse et Angleterre, enfin Royaume-Uni, je pourrais dire, Royaume-Uni. Donc ça, c'est pour le périmètre géographique. Le périmètre de marque, on a parlé de ces 3 marques GTB, puisque le focus de ce podcast, c'est sur la GTB, mais j'ai d'autres marques dans le portefeuille dont mon équipe s'occupe. On a une offre d'interrupteurs, de prises électriques, de câblage qui est très forte en Angleterre, qui s'appelle MK, tu regarderas si tu as l'occasion d'aller en Angleterre. En règle générale, dans les hôtels, les prises, ou même dans les résidences, dans les buildings, etc., sont en British Standard MK. Donc MK est très, très connu. Comme pour nous en France, je dirais le grand qu'on voit partout, ce type de marque. Donc c'est vraiment une marque emblématique en Angleterre. D'accord. On a un équivalent pour l'Europe qui s'appelle PA. Alors j'ai une question, c'est à cause de vous qu'on a des prises différentes au UK Alors non, on n'y est pour rien. C'est le British Standard qui est également utilisé dans quelques pays au Moyen-Orient et en Asie et dans tous les pays du Commonwealth. Pour certains d'entre eux, en tout cas, ont également adopté ce standard à 3 prises. Donc MK est vraiment spécialisé sur le British Standard. Et donc PA, qui est également une marque qui offre des produits similaires pour le reste de l'Europe continentale. J'ai également dans le portefeuille la marque Exor qui s'occupe de tout ce qui est éclairage, et puis la marque FEMA qui fait des capteurs, des pressure sensors, je ne sais plus comment on dit en français, pour plus des applicatifs plus industriels. Donc ça, c'est l'ensemble du périmètre dont on s'occupe pour l'Europe. Et mes priorités en tant que responsable de ce portefeuille, c'est que nos portefeuilles produits soient en adéquation avec les besoins du marché européen, de l'évolution également du cadre législatif, et qu'on puisse répondre au mieux aux besoins des clients finaux aujourd'hui et dans le futur. Et justement, par rapport à toutes ces marques, est-ce qu'il y a une marque qu'on pourrait dire qui est un peu locomotive? Alors, je reviens plutôt sur les marques BMS là-dessus. Est-ce qu'on veut parler d'une marque locomotive et une marque qui porte le groupe? Ou non, en fait, pas tellement. Non, je dirais que non. On a selon les marchés, des marques qui sont plus ou moins fortes ou prépondérantes, aussi de par la stratégie d'acquisition qu'Honeywell a en Europe, a eu en Europe ou ailleurs dans le monde. Mais il n'y a pas une marque qui tire tout le monde. On a une marque qui est la plus, on va dire, internationale, c'est la marque Honeywell. Et celle-ci, vous allez évidemment la retrouver dans l'intégralité
sécurité des marchés, avec des applicatifs également assez différents. Honeywell, c'est pas que une marque de GTB, ça va être une marque de plein d'autres applicatifs. Sécurité incendie, Sécurité incendie. Alors, on a également dans cette branche de la division building d'Honeywell, il y a également tout un portefeuille de marques, et même chose pour la partie sécurité. Donc, tous mes collègues qui travaillent dans les autres divisions gèrent un portefeuille de marques. Je comprends. De toute manière, vous englobez finalement dans le bâtiment sécurité, CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, sécurité incendie. Donc vous avez à peu près tout, en fait, tous les systèmes techniques du bâtiment. Solutions d'accès également, alarme, absolument. Donc ça fait pas mal, oui. C'est pour ça que vous faites partie des 3 gros, enfin des gros en tout cas, en tant que fabricant. Justement, comment on fait quand on est Honeywell qui est souvent décrite comme la numéro 1, le leader mondial, en tout cas sur tout ce qui est partie fabricant de produits d'électricité, de régulation, sécurité, etc. Comment on fait pour se maintenir justement numéro 1 dans une industrie où tout évolue très vite, surtout en ce moment, vis-à-vis de la réglementation ou même des pratiques? Mais je dirais que comme n'importe quelle compagnie qui veut rester performant, n'importe quelle entreprise qui veut rester performante, la clé, c'est de rester proche de ses clients, de bien comprendre les besoins et de s'assurer que les solutions qu'on va apporter répondent aux besoins. Honeywell existe depuis plus de 100 ans dans différentes industries. Tu en as parlé au début de notre entretien. Et on est reconnu et connu pour être des leaders en termes d'innovation et d'apporter des choses nouvelles via de la technologie sur le marché. Honeywell est clairement une entreprise de technologie et notre signature est « Future is what we make it ». Donc, on est vraiment très axé sur répondre aux besoins futurs et les anticiper au maximum. Donc ça reste vraiment dans l'ADN, je dirais, de l'entreprise. Et puis après, pour rester parmi les leaders, il faut être le premier à se comment dire en anglais, à se disrupter, donc à se challenger et à adopter en premier lieu des technologies qui peuvent être vraiment, on va dire, perturbatrices sur le marché. On parle beaucoup de l'IA. Ça peut faire très peur, mais en même temps, c'est l'avenir dans énormément d'industries et pouvoir l'utiliser sur des applicatifs concrets. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui de manière intensive pour être prêt le jour où ce sera vraiment très démocratisé et utilisé à échelle, ce qui va être évidemment le cas dans le bâtiment. Ça commence déjà aujourd'hui. Bien sûr. Et justement, comment on fait, parce que Honeywell, c'est une très grosse organisation, ce qu'on peut appeler un mammouth là-dessus. Comment on reste au plus proche du besoin client? On compte sur ses équipes pour avoir des retours. Toi, par exemple, tu lis. Comment tu te renseignes un peu, en fait, pour rester quand même... Mais je suis Maxime. Je suis Maxime, par exemple. Oui, bien sûr. Je crois que les équipes, visiter les clients... très régulièrement, en tout cas pour moi, pour mes collègues, on est quand même très très régulièrement chez des clients. Bien comprendre quand on a des appels d'offres qui arrivent, bien suivre notre réponse, s'assurer qu'on répond bien aux besoins, être aussi alerte sur quand on va perdre, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups, pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on n'a pas bien géré ou quels besoins on n'a pas bien environné pour y répondre de la meilleure manière. Et puis après, l'avantage, je dirais, pour reprendre une expression d'être chez un mammouth, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions ou de services dans l'entreprise qui sont là aussi pour aiguiller sur la partie, par exemple, législative. Bien comprendre ce qui se passe sur le marché, comment l'anticiper. Ça, c'est par exemple une vraie valeur ajoutée d'être dans un tel groupe, parce que ça nous permet d'être au fait de ce qui se passe ou même de ce qui se discute. Donc ça, je pense que ce sont vraiment des bénéfices à être dans un tel environnement. Je pourrais prendre un autre exemple comme tous les enjeux de cybersécurité. Quand on est dans un groupe qui travaille
travaille sur autant d'industries, on a une capacité à être tout à fait au fait de comment vont se faire un certain nombre de hacking, que ce soit dans l'aérospatiale ou dans l'industrie pétrochimique. On développe des connaissances qui sont très, très avancées et qui nous permettent de se dire « Ah, mais tiens, ce mode opératoire, est-ce qu'il pourrait exister dans un bâtiment ?» Et donc, comment on l'adresse. Donc, il y a du bon à être dans un grand groupe comme ça. De toute manière, entre petite moyenne structure et grosse, il y a avantage, désavantage. C'est un tableau, c'est tout. Il n'y a pas vaut mieux être comme ci ou comme ça. Il n'y a pas de vérité. Ah oui. Absolue. Très clair pour cette première partie où on a pu parler d'Honeywell, remettre dans le contexte justement la place d'Honeywell, les marques, ton parcours. Maintenant, j'ai envie d'évoquer du coup justement ce qui occupe pas mal l'Europe sur la partie en tout cas régulation du bâtiment, énergie. Donc c'est la GTB et le décret BACS, donc la réglementation BACS. Récemment, on a eu un report, en tout cas en France, puisque la directive européenne qui imposait l'installation d'un système de pilotage énergétique pour les petits bâtiments, c'était 2027 à l'origine. 2027, ensuite l'Union européenne, il y a un an, a repoussé à 2030 dans la directive, et puis la France a décidé là, il y a un mois, de repousser. Justement, sur la partie BACS, quand on est un géant comme Honeywell, qu'on fait de la GTB depuis que ça existe, peut-être 50 ans, 40 ans, ce type de réglementation, quand elles arrivent, c'est pas jackpot, je vais pas le définir comme ça, mais je veux dire, c'est quand même un sacré coup de pouce. Mmh. Comment ça a été vécu, cette réglementation BACS chez vous, chez Honeywell, justement sur toute l'Union européenne? C'est évidemment une opportunité, mais tu as compris en intro, on en a discuté, que moi je viens de l'automobile. Oui. Et on a vu récemment que l'automobile avait fait un peu un rétro-pédalage sur la mise en place de règles. Gagner du temps. Voilà, gagner du temps. Oui, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'échéance bien claire. Donc je crois que ce qui est vraiment important, évidemment, ce sont des opportunités commerciales. Évidemment, quand il y a des opportunités commerciales, ça attire du monde aussi. Donc l'industrie devient également plus compétitive, donc de la nécessité d'être toujours très performant et de pas perdre de vue le client et en l'occurrence de s'assurer qu'on lui apporte un bénéfice. Une réglementation sans bénéfice, en règle générale, ça va pas durer très très longtemps et l'industrie va être vent debout, les clients finaux vont être vent debout contre ce type de régulation. Donc c'est important qu'on perde pas de vue l'objectif final, qui est bien sûr de réduire le carbone et l'empreinte énergétique des bâtiments, qui sont quand même très prépondérants dans le mix carbone mondial. En Europe, c'est pas loin de 40% quand même, donc c'est pas négligeable. Mais faire tout ça sans bénéfice et retour sur investissement, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, c'est une opportunité commerciale, bien sûr, mais c'est une opportunité également, on va dire, sociétale. Et pouvoir y participer, c'est quand même très, très, très intéressant aussi, très motivant. Mais il faut que ça se fasse avec un retour positif pour le client. Sinon, ça pourra pas perdurer. Bien entendu, là-dessus, justement, c'est assez marrant parce qu'on a une réglementation européenne. Est-ce que toi, tu as constaté des différences d'application? Nous, on est en Espagne, au Luxembourg, en France. Mm-hmm. On voit que la France, qui est un pays, alors là, je vais en venir aux cultures, qui est un pays très réglementaire. En France, on ne fait pas quelque chose jusqu'à ce qu'il soit obligatoire. Ouais. Et c'est dans la loi. On dit, voilà, c'est la loi ouais. et je respecte la loi. C'est très français. Par contre, en Espagne, ils ne connaissent pas le décret BACS. C'est dans leur réglementation depuis 2021. Oui. Luxembourg, pareil. Toi, est-ce que tu vois ça, par exemple, tu as un scope plus large pour le coup, puisque tu gères toute l'Europe. En Allemagne, comment ça se passe un peu? Comment tu pourrais un peu décrire, l'Europe centrale? Alors, je dirais que on a évidemment cette direction européenne de l'énergie, de la performance énergétique des bâtiments, qui est rentrée en œuvre en 2024. Les différents États membres ont jusqu'à mai 2026 pour l'inscrire dans leur cadre législatif. Et
tout le monde s'est mis dessus, je dirais, à des vitesses différentes. Le pays qui est vraiment en avance et qui était bien avant la mise en place de cette directive européenne, c'est le Danemark, qui a commencé déjà des milieux des années 2010 à mandater des critères de performance énergétique pour les nouveaux bâtiments. C'est au Danemark qu'on a commencé à avoir du net zéro, des zéro emission building. Ils ont été les premiers à mettre en œuvre des audits de performance énergétique, des certificats énergétiques, etc. La France, c'est pas trop mal parce que le pays a suivi assez rapidement. Je crois que les Detraiback, ça a dû commencer dans les années 2020, si je me trompe pas, à peu près. Et puis, on voit que c'est en train de se développer dans tous les marchés. Je dirais que le contenu est à peu près le même. On va parler de certificats, d'abord de mesures de l'énergie, de l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Je vais refaire le parallèle avec l'automobile, mais comme on a eu dans l'automobile, avec un véhicule étant en catégorie A, B, C, D, E, F, G, la même manière dans le bâtiment. On commence à mesurer. Après, on délivre des certificats. Après, on renforce les contraintes en disant vous ne pouvez plus vendre un bâtiment qui serait dans une performance énergétique la plus basse. Vous ne pouvez plus le louer. Ça, on commence à le voir dans quelques marchés déjà. Et puis, vont se rajouter dessus des normes plus contraignantes pour les constructions des nouveaux bâtiments, typiquement, ou les grosses rénovations. Ça, on le voit à peu près dans tous les marchés. Et puis après, je dirais que le dispositif va varier d'un pays à un autre en fonction de l'arsenal on va dire financier qui est mis en œuvre ou des secteurs prioritaires. L'Allemagne a vraiment mis l'accent sur les bâtiments publics. On a, si on prend par exemple le cas de l'Italie, il y a des bonus qui sont quand même très alléchants. C'est probablement le pays qui a l'arsenal de support financier le plus alléchant, on va dire. Il y a également des mesures de déduction fiscale dans beaucoup de marchés, des prêts à taux intéressants, etc., pour inciter les propriétaires de bâtiments à faire les rénovations nécessaires. Et puis, je pense que, comme on l'a vu dans l'automobile, dans un deuxième temps, il y aura des pénalités. Donc, pour l'instant, on est encore dans une phase on va dire, d'incitation à faire ces rénovations, avec un support financier pour pouvoir le faire. Et puis, pour ceux qui traînent un peu, on pourrait imaginer que le cadre réglementaire se durcisse avec plus des pénalités pour les bâtiments qui seraient les moins performants. Très clair, hyper intéressant. Et justement, tu constates quand même des différences entre des pays, je veux dire dans le sens où certains pays qui seraient réfractaires, d'autres hyper positifs à l'idée. Moi, j'ai l'impression, après, je les vois pas tous, mais que la France a un temps d'avance, entre guillemets. Où en France, on a toujours eu cette culture d'ingénieur de l'énergie. C'est quand même une thématique en France qui est importante. Peut-être été reléguée sur les 30 dernières années, mais qui revient, et c'est dans la tradition, je dirais, culturelle française. Est-ce que tu vois, par exemple, au UK, comment ça se passe? Les Anglais qui ont vraiment une culture anglo-saxonne qui est très différente. Peut-être que France-Espagne, c'est un peu plus proche. Au UK, qui n'a pas la réglementation BACS, c'est pour ça que la comparaison, je te pose la question. Est-ce que c'est différent fondamentalement? Non, fondamentalement, c'est pas différent. On est vraiment sur le même arsenal de mesures, mesures de l'efficacité énergétique. Il y a peut-être au UK, il y a un aspect Smart Building Readiness aussi qui est donc on va mesurer, on va s'assurer que les nouveaux bâtiments, mais qu'on retrouve également dans d'autres marchés, soient on va dire connected ready, smart ready, parce que il est entendu qu'à partir du moment où un bâtiment est smart, il va être plus efficace. Mais c'est fondamentalement pas différent. Oui, on va trouver évidemment des différences de taux ou de fiscalité ou là ça va être différent d'un pays à l'autre, mais on va dire le bagage ou le contenu est à peu près le même en UK, qui est pas un pays de l'Union, mais qui avait commencé à travailler sur le sujet déjà avant la directive européenne. On peut dire la même chose de la Suisse. On est vraiment dans le même contexte.
à travers l'Europe. D'accord, ouais. Parce que moi, il y a un truc que je vois, je ne sais pas si vous le voyez vous à votre niveau, puisque tu as dit tu t'occupes des partners de Newell. En France, le métier d'intégrateur GTB existe et est connu de tous, accepté, même demandé. Enfin, c'est une position dans le marché qui est demandée. En Espagne, au Luxembourg, c'est pas le cas. C'est ce qu'on constate, nous, dans notre propre expérience, dans notre propre chemin. En Espagne, pour eux, la GTB, la régulation, l'intelligence du bâtiment, c'est 2 types d'acteurs, qui était peut-être le cas en France avant. Des installateurs d'HVAC CVC. Ouais. Donc, dans le prolongement en fait, de celui qui va poser la pompe à chaleur ou la chaudière, je fais la régulation de cet équipement, ou le fabricant en direct. Je porte Newell, je suis Newell, je porte Siemens, je suis Siemens, etc., etc. Et à tel point que j'ai eu cette réflexion en Espagne où un de nos clients, qui est devenu un de nos clients du coup au final, on lui présente une GTB. Je ne vais pas citer la marque, mais soit Newell, soit Siemens chez nous. C'est pile ou face. Et il me dit ok, très bien, ça me semble intéressant, mais vous ne m'avez pas demandé pour la marque. Et c'est comme si, alors bon, il y avait un CPE autour, un leasing. C'est comme si je demande un leasing voiture et que vous me proposez une Mercedes. Bon, la comparaison était flatteuse pour la marque, une Mercedes. Mais moi, peut-être que je préfère BM ou Audi, j'en sais rien, on m'a pas posé la question. Et ça, est-ce que vous le constatez? Parce que moi, ça m'a marqué, en fait, justement, par des coups de clients. Je me suis dit, en fait, je sais pas, il a pas l'impression de comprendre ce que je fais. En tant qu'intégrateur GTB spécialiste, sans être de la marque, puisqu'on est indépendant. Ouais. Mais sans être un installateur complet, palette complète, CVC, je fais le chauffage, la clim, etc. Ça, vous le constatez ou pas chez Newell dans d'autres pays que la France? Je dirais que ça dépend beaucoup du client final et de sa connaissance de l'industrie et des capacités des uns ou des autres. Nous, on voit des clients finaux qui vont effectivement nous dire, moi, je veux travailler avec vous, avec l'entreprise qui crée ces solutions. On a d'autres clients qui vont nous dire, non, moi, je veux travailler avec un acteur plus local et plus à même d'adapter, d'être plus flexible, d'être présent, de faut venir sur site. Je veux vraiment quelque chose de, même si des entreprises comme Honeywell ou nos concurrents peuvent effectivement ont un rayonnement européen et peuvent intervenir physiquement partout en Europe. Donc ça dépend vraiment beaucoup de ce que le client final veut. Et j'ai pas noté de différence particulière d'un marché ou un autre. Je pense qu'on a en tout cas sur cette partie, sur l'aspect client final et ce que veut le client final, on voit des marchés où les général contracteurs sont peut-être plus prépondérants, ont plus la main sur la décision de l'intégrateur et de la solution surtout. Alors ça, oui, ça on va le voir effectivement dans certains marchés. Mais non, le client final, je crois que ce qu'il veut, ce qu'on voit avant tout, c'est un besoin de performance et de performance dans le temps. Un client final, je l'ai entendu souvent, les clients nous disent moi je sais que j'ai plein de choses dans mon bâtiment qui fonctionnent, mais j'ai du mal à voir ce que ça m'apporte en fait. Alors ça peut être, parfois c'est simplement des solutions de reporting qui sont pas optimisées, ça peut être parfois des systèmes qui ont changé beaucoup de maintenance, de prestataires de maintenance sur le temps et avec des performances qui sont pas toujours égales et qui font que les clients peuvent être déçus, mais à moins qu'ils aient vraiment un appétit fort pour une marque en particulier, parce qu'ils l'ont expérimenté. Nous, on voit ça sur certaines, évidemment, de nos clients et de nos marques. Ils ont expérimenté cette marque, ils sont très à l'aise avec cette marque, leurs utilisateurs la connaissent et ils veulent la garder. Donc ça peut effectivement être un marqueur, ouais. Oui, je comprends. On a déjà le cas parfois avec les marques qu'on a. Forcément, on nous dit bien ou mal, entre guillemets. En fait, c'est toujours pareil. C'est soit pas de réaction, soit une réaction positive et une adhésion à la marque, soit une réaction négative parce que mauvaise expérience, soit avec un intégrateur, soit avec le canal direct, en fait, pour X ou Y raison là-dessus. D'accord. Donc, toi, tu constates pas forcément, en fait, c'est plus lié au client qu'au pays, à ton niveau, ce que tu vois. Oui. D'accord.
Justement, pour parler de cette réglementation, donc on a cette réglementation qui est arrivée. Moi, je pense qu'elle a eu le mérite, en tout cas, de vulgariser les sujets. Oui. Et moi, je prends un indice simple parce que je suis aussi très porté marketing, vente, etc. Je m'occupe de tout ce qui est campagne d'acquisition digitale aussi chez nous, beaucoup. Il y a le mot-clé GTB sur Google. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de volume. C'était peut-être 100 recherches, 200 recherches par mois. Aujourd'hui, on est dans les 1000, 2000 recherches par mois. Jusqu'à 10 000 sur certains pics. D'accord. Donc, c'est pour montrer, moi je pense que cette réglementation a eu ce bénéfice-ci de vulgariser les sujets. La GTB, pour qu'on matérialise bien, système de pilotage énergétique du bâtiment, il y a une partie hardware, des automates, des capteurs, des sondes, ce type de choses. Honeywell est traditionnellement un fabricant de ces produits. Alors, peut-être pas tous dans ce que j'ai cité, mais une grosse partie. Oui, c'est fabricant. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la partie émergée de l'iceberg, qui est le logiciel pour le client. Parce que tout ce qu'on installe, c'est dans des armoires, c'est très électrique, dans les souterrains, comme on dit, dans les sous-sols. Et puis ensuite, il y a le bénéfice, qui est le logiciel, et là où je peux faire des actions. Il y a eu ce changement de paradigme. Comment, quand on est un fabricant comme Honeywell, on arrive à insérer dans l'entreprise une culture qui est plus une culture de l'IT, du développement informatique, du soft en fait. C'est un vrai sujet. Oui, alors évidemment, le software, c'est la partie, on parlait tout à l'heure, le client, il faut qu'il voit les bénéfices, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il puisse interpréter et surtout tirer quelque chose de toute l'information que son bâtiment peut générer. Tout ça, on le fait via des logiciels. Donc oui, le logiciel est un gros driver sur le marché, mais il ne peut pas y avoir de logiciel performant sans hardware performant. L'un ne va jamais fonctionner sans l'autre. Donc pour des fabricants comme nous, on met vraiment l'accent sur le hardware. Avec des mises sur le marché de produits qui soient prêts à être de produits hardware qui puissent accommoder l'évolution des softs et des algorithmes plus avancés et des applicatifs plus élaborés en fonction des différents paramètres d'information qu'on va devoir gérer et développé pour le bâtiment. Donc nos hardware, on met un point d'honneur à ce qu'ils soient future-proof, et qu'ils puissent durer dans le temps, et que il y a une nouvelle, je dis n'importe quoi, une nouvelle réglementation, un nouveau besoin de reporting ou d'optimisation. On ne veut pas avoir à changer tout le hardware. Donc le hardware et le software doivent fonctionner ensemble, absolument. Donc on n'a pas fait de grosses balances de nos équipes entre le hardware et le software parce que pour tout ce que je viens d'expliquer. On a également dans l'industrie une émergence de... C'est même plus une émergence, maintenant ça devient presque, pas tout à fait mainstream, mais de plus en plus démocratisé, qui sont tous les applicatifs cloud. Et là, effectivement, ça demandait des changements, et en termes de solutions qu'on apporte sur le marché, mais également de capacité commerciale, de capacité technique. On ne va pas forcément faire appel aux mêmes compétences. Donc il faut développer les capacités de nos équipes à pouvoir être à l'aise avec ces technologies-là, toujours en se focalisant sur ce que le client final va en retirer, parce qu'au final, c'est vraiment ça qui fait la différence. On peut amener la meilleure technologie du monde, ce sont les meilleurs applicatifs au monde. Si vous ne pouvez pas les faire tourner sur les hardware qui sont disponibles ou dans l'environnement et qu'a le client, ça ne va rien apporter au client. Donc il faut toujours le remettre dans le contexte de ce que veut le client et des bénéfices qu'il cherche ou des solutions qu'il cherche à apporter pour sa problématique. Bien sûr. Et justement, en termes de software, vous avez racheté Niagara il y a bien longtemps. Oui. C'était début des années 2000, quelque chose. Tridium. Tridium, pardon. Ouais. La boîte qui porte du coup. La boîte qui porte Niagara. Niagara. Là, justement, vous n'avez pas, à ma connaissance, vous n'avez pas racheté de start-up ou de choses comme ça. Vous avez fait le pari de développer Honeywell Forge. Oui. Qui est ce qu'on peut appeler une hypervision, même un peu plus que ça. Pourquoi ce pari, entre guillemets, de le faire en interne, cette fois-ci pourquoi pas de rachat? Alors, je ne sais pas. Et quel est l'objectif avec Honeywell Forge?
Alors, pourquoi pas de rachat ? Je pense que Honeywell a une culture d'achat d'entreprises et de partenariat. On a toujours fonctionné comme ça, mais on va envisager une acquisition à partir du moment où soit ça nous permet d'accélérer un développement de roadmap, parce qu'on n'a pas les compétences en interne, ou parce que ça va nous prendre trop de temps, ou pour X raisons, soit pour un développement géographique. On en a parlé en introduction au début de ce podcast du développement d'Honeywell en Europe. Mais à partir du moment où on a les compétences en interne, où ces compétences on voit que ces compétences sont absolument nécessaires pour le futur, on va avoir tendance à faire un développement organique et avoir une solution qui est la nôtre et qui est pensée dans l'environnement et avec les compétences métiers que l'on a. Étant expert du bâtiment et de la gestion du bâtiment, que ce soit, ce podcast est très, très orienté GTB, mais on l'a évoqué tout à l'heure, Honeywell fait également de la sécurité incendie, des contrôles d'accès, alarmes, etc. Et avoir une plateforme commune à l'ensemble des métiers du bâtiment qu'on peut couvrir nous ou qui sont en application réelle sur le marché est tout à fait utile pour une boîte comme Honeywell. Les applicatifs, donc Forge et le cloud, on sait que pour avoir un bâtiment totalement autonome demain, qui va être là où on va, évidemment là où va l'industrie, pour pouvoir gérer toute l'énergie entrante, sortante d'un bâtiment, optimiser tout cet écosystème, un applicatif cloud semble absolument nécessaire. Et ça devient vraiment bien compris des clients finaux que ça va être difficile de pouvoir opérer tout ça hors cloud. Donc je dirais que c'est une technologie qui est vraiment stratégique et qu'il faut maîtriser. Donc c'est pour ça que Forge existe au sein d'Honeywell. Et puis c'est une plateforme cloud qui est commune à l'ensemble de nos business. Pour quiconque a développé du cloud, on sait que ça peut vite être très très onéreux si on n'a pas les économies d'échelle. Et nous avons les économies d'échelle de par la taille de l'organisation. Et Forge est utilisé dans l'ensemble du business Honeywell. Donc c'est tout ça, tous ces éléments ont fait que ça faisait vraiment du sens d'en être propriétaire et de le faire en interne, absolument. Je comprends. Et justement, quand on voit l'évolution de la solution Forge par rapport à ce qu'est une supervision GTB traditionnelle, comme Niagara, comme des Zigo optiques, voilà, peu importe, est-ce que le métier de vos clients n'est pas en train de changer ? Je parle vraiment sur la partie du coup système technique du bâtiment et ce qu'est la GTB. Et on peut même parler de la GTB finalement au sens large, puisque la GTB peut reprendre la sécurité incendie, le contrôle d'accès, etc. Et puis souvent quand on est dans ce secteur-là, on fait aussi un peu ces systèmes-là. Nous par exemple, on avait commencé par le contrôle d'accès. Donc on fait du contrôle d'accès. Plus beaucoup aujourd'hui, mais ça fait partie de notre gamme de services, je dirais. Est-ce que le métier n'est pas en train de changer, puisque alors nous on est récent, on arrive avec cet aspect fortement logiciel, je dirais soft, technologie, orienté besoin, disposition des éléments, et puis on essaie de simplifier aussi les choses pour juste, par exemple, rentrer un badge d'accès, ce type d'action. Est-ce que Honeywell Forge traduit des nouveaux besoins clients, très clairement, qui sont beaucoup plus orientés vers l'IT, la technologie. Est-ce que le métier, ça traduit pas tout simplement un changement du métier des intégrateurs, qui peuvent être, et même des électriciens, sur certains sujets comme la régulation énergétique, la GTB, la sécurité incendie, le contrôle d'accès, etc. Et si c'est un changement pour eux, est-ce qu'ils sont capables de l'absorber, ou alors Honeywell se dit que, j'ai déjà entendu ce terme-là, va créer une sorte de bureau-service pour accompagner ses clients dans ce changement et apporter cette brique IT et ce conseil plus technologique? La brique IT, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer ces solutions-là si on n'intègre pas l'IT dès le début de la discussion. C'est vrai que ça devient très, très compliqué.
Maintenant, est-ce que les métiers vont évoluer ? Je pense que chaque bâtiment est différent. Il n'y a pas beaucoup une solution fonctionne pour tout le monde. Forge ou des outils cloud vont probablement normer un certain nombre de choses, permettre des déploiements beaucoup plus rapides que peut-être si on faisait un engineering d'une GTB ground up, comme on dit en anglais. Donc je pense que ça va être un savant mélange des deux. Je crois que solution, il n'y a pas un bâtiment qui ressemble à un autre. Une solution standard va probablement pas répondre à tous les besoins d'un client spécifique. On peut standardiser quelque chose si c'est vraiment le même applicatif à travers tout un parc immobilier où là, oui, ça va faire du sens, mais ce sera quelque part sur une partie du business et je pense que sur une partie, des besoins du client. Et moi, je vois vraiment la complémentarité des deux. Et il y a des bâtiments sur lesquels on peut utiliser un forge, je vais caricaturer, mais en 3 clics, c'est fait. Il y a des bâtiments sur lesquels ce sera un petit peu plus compliqué. Et puis la plateforme Forge, elle est également très... elle a été conçue pour être ouverte. Là, on lance ce qu'on appelle le Market API, donc de pouvoir interagir sur cette plateforme avec d'autres et intégrer d'autres solutions qui vont être nécessaires dans le bâtiment et qui peut être soit là par legacy parce que le client l'avait déjà installé, soit parce que ça répond à un besoin que nous, on n'a pas nécessairement dans notre portefeuille. Donc le métier, il évolue. Je pense qu'un intégrateur qui aujourd'hui se met pas dans l'IT, ça risque de devenir problématique, on va dire, sur le long terme. Il faut absolument comprendre les codes et puis comprendre comment va réagir une direction des systèmes d'information d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et comment on s'intègre comment on intègre nos solutions avec leurs contraintes. Comment on met en avant le fait que nos solutions sont les solutions en règle générale de l'industrie sont sécurisées, sont flexibles, vont pas prendre des ressources, vont bien interagir avec le reste des solutions existantes, etc. Ça me paraît assez clé, oui, pour des intégrateurs et avoir en interne chez nos intégrateurs des compétences dans ce domaine, c'est autant nécessaire que chez nous. Ça l'a été à l'époque où on a commencé à développer du cloud, quoi. Je pense que c'est vraiment important pour les intégrateurs qui veulent continuer à être performants sur le marché, de mettre l'accent et de développer les compétences sur ce sujet. Et justement, est-ce que, je ne sais pas si vous voyez vous à votre niveau chez Honeywell, mais est-ce que tu penses pas que c'est trop en fait pour un intégrateur ou ça devient compliqué à terme de maîtriser autant de compétences ? Ah ben c'est un challenge, mais le monde est en constante évolution, donc il faut effectivement se développer. Il n'y a pas un métier qui ressemble à celui qui était il y a 25 ans. Il y en a très très peu. La technologie avance, les besoins avancent et il faut constamment s'adapter. Après, je crois que la vraie question sous-jacente à ta question, c'est comment des fabricants comme nous peuvent les accompagner dans cette mutation et dans cette transformation. Si on revient sur les solutions Forge qu'on a aujourd'hui dans notre portefeuille, une mise en service d'un bâtiment sous Forge, on va accompagner nos clients. La première nécessite un peu une prise en main, on va dire, avec un coaching et un expert proche pour pouvoir accompagner le client étape par étape dans la mise en œuvre de cette solution. Le deuxième bâtiment va être beaucoup plus rapide. Et puis le troisième, le quatrième, le cinquième, ça ira tout seul. Et les bénéfices, ils sont aussi très importants pour le client, pour le partenaire, pour l'intégrateur.
Parce qu'en utilisant des solutions cloud, il permet également d'automatiser un certain nombre de fonctions dans ses propres opérations, dans la gestion d'un parc. Si évidemment l'intégrateur fait de la maintenance, ça va quand même permettre de réduire un certain nombre de postes, de coûts ou de temps, qui permet de dégager du temps justement pour pouvoir se mettre à jour sur des nouvelles technologies ou de pouvoir les expliquer au client final. C'est quand même aussi tout un travail d'éducation à faire que vous faites, que nous on doit faire également, et puis accompagner la démocratisation de ces solutions. Donc oui, notre accompagnement il est essentiel, et puis l'intégrateur, pour pouvoir gérer toutes ces nouvelles compétences, doit pouvoir revoir sa façon de fonctionner, revoir sa façon d'opérer, pour dégager du temps et pouvoir apprendre toutes ces nouvelles solutions. Je comprends. Vaste sujet et gros défi là-dessus. Justement, pour rester dans tout ce qui est marché, stratégie, on a observé, donc je change complètement de sujet, on a observé une contraction dans le neuf, dans la construction, en tout cas en France beaucoup, et dans l'Union européenne en général. En Europe, Comment justement, alors moi j'ai toujours été un peu biaisé parce que je ne sais pas pourquoi on est rentré sur le marché de l'énergie et de la régulation des bâtiments toujours en réno. Donc D'accord. On n'a jamais fait, faire 3-4 bâtiments neufs, mais je veux dire du coup ça représente rien, ça représente 5% de nos bâtiments équipés, le neuf. Sinon c'est que de la réno. Donc nous on est vraiment dans l'existant et ça nous a façonné clairement dans la croissance. On a vu débarquer des gens dans la rénovation où du coup c'est un peu ce qui reste à manger entre guillemets parce que le neuf se contracte, moins d'opportunités. Je vais m'arrêter là, mais quelle est la différence entre le neuf et la rénovation, parce que c'est quand même des approches vachement différentes. Et est-ce que vous chez Honeywell, vous l'avez ressenti, 2, comment vous l'avez adressé, puisque c'est, ou est-ce que c'est peut-être pas une première, j'en sais rien, mais est-ce que c'est une première qui est cette bascule? Alors, j'ai pas tout l'historique, donc je sais pas si c'est une première ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que oui, le marché s'est beaucoup focalisé et développé sur la rénovation. Aussi grâce ou à cause des régulations, du cadre réglementaire qui a mis l'accent sur la rénovation. Tu prends l'Europe, c'est le continent au monde qui a c'est un des continents au monde avec le parc immobilier le plus vieux. Je pense qu'on doit être les premiers, non? Je sais pas s'il y en aurait pas aussi également beaucoup dans certains pays comme la Chine, l'Inde. Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que en Europe, on parle du vieux continent, il y a une raison. On est quand même sur un parc immobilier qui est très 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 vieillissant, et donc en performance énergétique qui est, on va dire que on utilise en France le terme passoire thermique. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Et pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'Europe de net zéro en 2030 pour les bâtiments tertiaires, 2050 pour le résidentiel, il y a vraiment un gros sujet sur la rénovation. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que le marché de la rénovation se porte évidemment bien. La construction a eu plus de problèmes. On sait aussi qu'il y a une pénurie de logements à peu près partout en Europe. Donc, surtout en France. Ouais. Donc oui, là, ces dernières années, c'est vrai que la construction était un peu plus à la traîne. Le neuf était un peu plus à la traîne. Mais pour répondre à ta question, nous on s'est opéré sur les deux, que ce soit du nouveau bâtiment ou de la rénovation. Et comme cette tendance, on va dire, de fond de la rénovation, de par le cadre réglementaire, comme je disais, est là depuis un certain nombre d'années. Nous, on a évolué nos portefeuilles de produits pour qu'ils puissent répondre à cette tendance du marché, qui est maintenant clairement une réalité. Donc, je vais te donner quelques exemples. Dans notre portefeuille, on a une technologie qui s'appelle T1L, on dit T1L chez nous, T1L, qui permet en fait, dans le cadre d'une rénovation,
d'utiliser des câbles de pair pour y mettre une communication IP. Donc ça évite en fait de devoir changer tout le câblage d'un bâtiment. Et toi qui fais beaucoup de rénovation, dans tes cotations, j'imagine que la partie câblage, ça va varier évidemment d'un bâtiment à un autre, mais ça peut quand même rapidement chiffrer. Ça peut déraper. Ça peut déraper, ça peut coûter beaucoup d'argent, ça prend du temps, parce qu'il faut tirer des câbles partout, dans des plafonds, des faux plafonds, etc. Donc c'est quand même assez, c'est quand même un poste de coût qui est important. Cette technologie T1L, elle permet de réutiliser l'existant et donc du coup de s'affranchir de coûts et surtout de gagner du temps. Donc ça rend nos intégrateurs plus compétitifs dans leurs appels d'offres. Et puis le client final, il y gagne effectivement sur sa facture et il gagne surtout aussi sur la mise en œuvre de son chantier qui va être beaucoup plus rapide que s'il doit changer tout le câblage. Donc ça, c'est une des grosses innovations qu'on a apportées sur le marché de la rénovation. Je dirais que le deuxième, on en a parlé quand on a parlé de trend, le fait d'avoir cette rétrocompatibilité est parfaitement adapté au marché de la rénovation. Encore une fois, pour faire des économies de hardware, pas besoin de tout changer, ça va parler avec l'existant, là où on veut garder de l'existant. Donc ça, c'est quand même une vraie solution qu'on apporte sur le marché. Et puis, on développe également notre portefeuille de solutions wireless sur tout ce qui est capteurs, sondes, etc. Puisqu'il y a certains bâtiments sur lesquels aller faire des trous, c'est pas toujours adapté. Donc il faut également évoluer les portefeuilles avec cette idée que le plus on peut éviter, je vais dire, de faire des trous, de passer des câbles, c'est quand même une vraie valeur ajoutée. Donc on s'est adapté au marché de la rénovation et je pense que cette tendance, elle va perdurer. En tout cas, que la construction neuve reparte, c'est très bien, ce serait parfait. Mais le marché de la rénovation, il est là pour durer, je pense. Je pense aussi, je crois que j'avais lu une stat, alors je suis pas sûr, il faudra la vérifier, mais que c'était quasiment 80% du parc français, pour le coup, qui avait été construit avant les années 70. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quand même assez élevé. Hein. Ouais. J'ai lu également récemment d'un think tank allemand qui disait que pour rénover le pourcentage des bâtiments qui étaient les fameuses passoires thermiques, ils estimaient qu'il fallait plus de 10 ans pour arriver au bout de toutes ces rénovations, pour être en ligne avec le cadre réglementaire, quoi. Donc, 10 ans si ça se passe bien. 10 ans si ça se passe bien. Donc oui, on est sur un marché de la rénovation qui va être très porteur si toutefois, toutes ces rénovations s'accompagnent d'un retour sur investissement. Je crois que c'est vraiment la clé parce que c'est ce qui va permettre de garder le cadre, la rénovation qui continue et que il y a un impact positif et sur les finances et surtout sur notre planète. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est important. Hyper intéressant. Et par exemple, tu disais que vous avez élargi votre gamme produit. Avec ce glissement vers la rénovation, vous avez dû vous adapter au niveau produit. Par exemple, ça se concrétise par quoi ? Vous avez ajouté quoi chez Honeywell qui était indispensable, je dirais, en tout cas pour vous étendre sur la rénovation et qui n'est pas dans le neuf forcément ? C'est les 3 exemples que je t'ai donnés là, par exemple le T1L ça. Voilà, c'est ça. Qui est une inno même en fait. Qui est une innovation même le T1L. Oui, ça c'est même pas juste de la complétion, c'est une innovation au niveau. Ouais, c'est une vraie innovation qu'on a intégrée dans nos solutions sur les marques Trend et Honeywell. D'accord. Donc ça c'est un élément clé. J'ai parlé de la rétrocompatibilité. On peut parler également de la cybersécurité parce que quand on fait une rénovation, il faut s'adapter avec l'existant aussi. Donc il faut avoir en tête l'environnement, l'environnage dans lequel les solutions vont être utilisées pour pouvoir
s'adapter aux contraintes existantes. Et puis, après, toutes les solutions Forge peuvent tout à fait fonctionner dans de la rénovation à partir du moment où on va y mettre sur une installation existante un gateway, ou si on est via les superviseurs, on peut également connecter directement au cloud et après ajouter des applicatifs qui vont être plus adaptés, ou en tout cas qui vont s'adapter à un existant, que ce soit sur la gestion de l'énergie, que ce soit sur les reporting, l'intégration de différentes solutions existantes dans le bâtiment. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup dans le cadre de la rénovation. Ouais. Très clair. C'est vrai qu'en termes de rétrofit, il y a pas mal de choses. On l'a utilisé là, il n'y a pas très longtemps, sur un centre commercial à Paris. Un rétrofit, migration en tout cas d'un ancien Niagara, qui avait vécu 15 ans. Donc, plutôt pas mal. Et puis là, sur un autre sujet, en trend. D'accord. Où pareil, on a pu tout récupérer. Donc, assez utile, assez pratique. En tout cas, quand l'automate est pas en fin de vie, pour le coup, ça permet de le réemployer, même s'il est d'une génération où il n'y avait pas forcément d'ouverture à l'époque. Ouais. C'était pas la pratique dans le marché. Et on pouvait rien en faire, entre guillemets, sauf tout remettre dans l'écosystème de produits, la suite de produits. Mais bon, c'est plus forcément les produits qui sont fabriqués. En tout cas. Très intéressant sur cette partie, donc la mutation avec les logiciels, la nouveauté du marché. Justement, pour parler un peu de cybersécurité, je vais noter 2 faits. Le premier, c'est que même nous, on s'est fait pirater il n'y a pas longtemps la Airbags qu'on a créée. Ah oui ? Oui, sur une faille qui est sortie il y a 3 semaines et qui a été exploitée tout de suite, mise en avant par l'ANSSI et repérée là-dessus. Donc, c'est des sujets à pas prendre à la légère, parce que même nous, avec notre petite taille, on est touché, on est une cible. Et deuxième point, justement, dans notre secteur, la GTB, la cybersécurité, on en parle très peu. Ça commence, mais très peu. Moi aussi, j'essaie d'en parler, de sensibiliser sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, la GTB, concrètement, les mots de passe, ils sont sur un post-it et ils sont collés sur l'écran. C'est pas très sécure. Oui, et ça, on le voit, mais je vais pas trop exagérer, mais quasi systématiquement, en fait. C'est des choses qui sont pas dans les mains de l'IT. On pourra revenir sur ce sujet-là, mais la direction informatique qui touche pas, très peu. Alors il y a des contre-exemples, il y en a qui le font, mais bon, la plupart du temps c'est pas le cas, et ça commence à venir. Donc ces protocoles qu'ils connaissent pas, c'est vraiment siloté dans la direction des services généraux, ou la direction technique, ou peu importe comment on l'appelle, mais à part la direction IT. Donc ça, justement, comment se positionne Newell déjà sur la question de la cybersécurité, et comment on sensibilise les clients finaux et même vos clients à vous, les intégrateurs, là-dessus? Ouais, alors c'est vrai que c'est un... En règle générale, moi, je travaille dans la cybersécurité également dans l'automobile. Personne ne va prêter attention à la cybersécurité tant qu'on n'est pas concerné par le sujet. Puis quand on est concerné, on se dit « aïe, 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 j'aurais dû faire quelque chose ». Donc il y a un vrai sujet d'éducation qu'il faut mener, où là, tous les acteurs de l'industrie ont un rôle à jouer, que ce soit nous, les fabricants, vous, les intégrateurs, et puis également le cadre réglementaire, et on voit que l'Europe s'y met, c'est très bien. Et puis les différents pays vont suivre, comme c'est souvent le cas, tout le temps le cas d'ailleurs, en tout cas dans l'Union européenne. La cybersécurité, nous, on l'intègre vraiment, on va dire, dès la phase de concept et de développement du produit. On suit des processus très stricts sur le développement de quoi que ce soit qu'on développe doit suivre ces processus de suivi d'un ensemble d'éléments, que ce soit sur, on va dire, le coding, que ce soit sur comment le système va être utilisé dans son environnement, et donc quelles sont les menaces de cet environnement, que ce soit sur le data privacy, donc comment on va sécuriser et être compliant avec des normes GDPR. On va suivre également les standards qui existent sur le marché, que ce soit ISO 27001 ou d'autres types de standards. Et puis à chaque fois qu'on va faire un
release, une sortie d'un software, à chaque fois qu'on va devoir faire une mise à niveau de quoi que ce soit d'un firmware, d'un software, ou évidemment d'un changement de hardware, il y a une validation et un processus de validation qui est assez contraignant même. J'ai déjà vu des situations où il fallait revoir une date de lancement parce qu'on avait découvert qu'en cybersécurité, ça passait pas. Et il vaut mieux reprendre, retravailler et puis être aligné et qu'au final on ait un produit sur le marché qui soit au top. Et donc on fait certifier ces process. Donc on a il y a des organismes externes qui certifient qu'effectivement vous suivez bien les process au moment du développement du produit. Et puis on fait en deuxième temps, une fois que le process est certifié, on va faire certifier le produit. Et là c'est alors on le fait pas systématiquement. Il y a des produits sur lesquels c'est systématique, il y a des produits sur lesquels aujourd'hui on n'a pas de certification de produit. Mais sur tous les produits qui ont cette certification, eh bien c'est également un organisme externe qui prend le produit et qui va le hacker dans tous les sens possibles, qui va essayer de trouver la faille. Et si on passe tous les tests de ces organismes de certification, alors le produit est certifié. Et c'est un élément très important parce que il faut aussi rendre la cybersécurité on va dire digérable. Tu disais pourquoi les gens mettent leur mot de passe sur un post-it. Ça peut être parce que les politiques de mot de passe sont compliquées aussi. Donc il faut bien intégrer ces contraintes-là et les freins à l'adoption. Quand on l'intègre, en règle générale, ça va mieux. Alors, il y a encore du travail à faire, évidemment, dans toute l'industrie, pour rendre la chose plus digeste. Il y a un gros travail d'éducation, notamment. Et justement, en fait, ça reprend, finalement, c'est le fil conducteur de ce qu'on dit depuis le début pour moi, puisque avant, c'était pas un sujet parce qu'une GTB, c'était un poste, un ordinateur dans un sous-sol. Donc, pour aller prendre le contrôle du chauffage, de la sécurité incendie, des contrôles d'accès, il fallait faire s'introduire physiquement dans le bâtiment, ce qui est beaucoup plus compliqué, puisque là, dans ce cas-là, tout est protégé à la hauteur des accès qu'il y a dans le bâtiment, que ce soit les documents, etc. Là, ce qui se passe, c'est qu'on digitalise. On veut de la donnée sur le bâtiment, on l'extrait, on met aussi du pilotage, ce qui fait que on a ces nouveautés-là, en fait, ces risques-là qui sont nouveaux. Et ça reprend un peu ma question du début, du début dans la partie où on venait sur cette digitalisation avec l'IT. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour un intégrateur, encore une fois, d'adresser des sujets de cybersécurité en plus du besoin, en plus d'une hypervision, en plus de tout ça? Parce que moi, je croise pas mes intégrateurs, on travaille beaucoup aussi avec des intégrateurs, parce qu'on est obligé de sous-traiter avec le volume qu'on a. Ce que j'appelle intégrateur, moi, c'est un geek qui est passionné par ce qu'il fait. Lui, ce qu'il aime, c'est programmer des automates. Mais vraiment, c'est ça qu'ils aiment, c'est comme un développeur informatique, mais sur la spécialité qu'on connaît. Ils aiment faire ça. Est-ce que aller jusque-là, finalement, c'est pas la fin des petits intégrateurs et il va falloir se structurer, il va falloir des entreprises beaucoup plus... un profil cyber, un profil IT, un profil ingénieur classique comme on connaît, automaticien. Oui, mais... Oui, sûrement. Je pense que le métier d'intégrateur tel qu'il était il y a 20 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Même il y a 5 ans. Oui, même il y a 5 ans, oui, tu as raison. Il ne sera pas celui de demain non plus. Parce qu'il faudra savoir intégrer un écosystème qui va être beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Mais tu prends, pour reprendre ton exemple, un développeur informatique, probablement son métier aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tout évolue tout le temps. Et ceux qui perdurent, je dirais, sont ceux qui savent s'adapter à toutes ces évolutions. Donc ça me paraît... Oui, il va falloir être plus structuré. Est-ce qu'il va falloir être plus gros? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de... Ça peut être effectivement une question de taille, s'il faut rajouter des compétences et que ces compétences... Donc, quand je dis gros, c'est passer de 2-3 plutôt à une petite dizaine, en gros. Une petite dizaine, ouais. Ça va peut-être plus s'industrialiser également. Et je dirais que c'est une tendance qu'on voit aussi, qu'on a vu par le passé dans beaucoup d'industries, où il faut se professionnaliser, il faut savoir se développer, rester à la pointe de la technologie, l'artisanat. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'artisans qui fassent de la GTB aujourd'hui, parce que ça reste quand même assez
pointu comme métier, mais il faut effectivement être constamment sur les tendances qui se dessinent sur le marché et pas se laisser dépasser parce que après c'est forcément beaucoup plus compliqué de revenir dans le marché, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de changer de métier. Enfin, que le métier est en train de changer complètement, où demain, un électricien, ça devrait être un électronicien aussi, presque, en fait. Ouais. Enfin, j'ai cette sensation-là. En gros, que ça a pu être juste... Mais tu vois, aujourd'hui, la complexité d'un système électrique aussi dans un bâtiment, je veux dire, entre les bornes de recharge, les panneaux solaires, ce qu'on appelle le peak shaving, quand un bâtiment va avoir trop de demandes, comment on lisse avec les systèmes de storage, de stockage. C'est vrai qu'un électricien, c'est plus l'électricien d'il y a quelques années, quoi. Les compétences sont clairement montées d'un cran, oui. C'est ça, même sur les maisons, du coup, puisque les bornes de voiture et les panneaux solaires, même s'il y a des kits un peu plug and play, dans tous les cas, il faut toucher un peu à l'informatique. Exactement, il faut avoir ces compétences-là. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut une solution qu'on puisse accéder depuis notre téléphone via une app. Et donc, il faut aussi avoir ces compétences cloud aussi pour pouvoir faire ça à des niveaux, à des échelles qui permettent que ce soit rentable, quoi. Je comprends tout à fait. Justement, une question un peu sur la donnée. La donnée, c'est un débat international. On en parle, la souveraineté, etc. Justement, Honeywell, vous êtes un groupe américain. Comment vous gérez la donnée en Europe ? Est-ce qu'on vous a déjà posé la question d'ailleurs, puisque parfois moi j'ai des clients qui peuvent me parler AWS, vu que c'est Amazon, je préfère pas, etc. Est-ce que vous avez la question et comment vous la gérez ? Oui, la question, elle arrive régulièrement, mais j'ai envie de dire de la même manière, si vous utilisez DocuSign ou Microsoft 365, Google, la même question, je dirais. Comment nous on le gère ? Moi, je considère j'ai un portefeuille de marques qui sont toutes européennes, absolument toutes par l'histoire, et elles opèrent toutes en Europe. On fabrique en Europe pour l'Europe. Et on a des sièges aussi en Europe. Et nos serveurs cloud pour les applicatifs européens sont en Europe. Donc c'est notre manière, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait tellement d'autres, de nous adapter. Et on s'adapte toujours au marché dans lesquels on opère, ce qui permet d'être toujours au fait du marché, des besoins, et de pouvoir y répondre avec un minimum de contraintes. Je comprends. Donc, au niveau de la donnée, tout est stocké en France. Vous avez une identité européenne. Alors, tout est stocké en Europe. Tout est stocké en Europe, du coup. Mais en tout cas, vous respectez, du coup, le RGPD, le Digital Act, etc. Donc, vous êtes en conformité avec ça. Donc, c'est très clair. Donc, c'est un sujet... pas de problème chez Honeywell pour ça. Maintenant, je vais commencer à arriver vers la conclusion de ce podcast. Vision 2030. Alors, j'appelle Vision 2030 ce que je vais faire à chaque fin de podcast, parce que 2030 est une date marqueur pour toutes les réglementations, pour plein de choses. La fin de la voiture thermique, c'était 2030. Bon, ça l'est plus maintenant, mais je veux dire, toutes ces réglementations dont on parle, le carbone, la directive performance énergétique, c'est 2030. Par exemple, pour 2030, on devra avoir équipé justement tous les bâtiments tertiaires. Alors, si je fais une grosse maille, en gros, de plus de 1000 mètres carrés, ce qui représente, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 800 millions de mètres carrés, quelque chose comme ça. C'est assez monstrueux. On est proche du milliard de mètres carrés. À quoi ressemblera, selon toi, le BMS, la GTB, dans 10 ans, et notamment celle de Honeywell ? Alors 2030, dans 10 ans, c'est dans 4 ans, Maxime. C'est dans 4 ans. Donc on n'est plus... oui, c'est vrai que 2030, on a toujours l'impression que c'est dans 40 ans. Mais non, c'est là, ça arrive, c'est dans 4 ans. Je pense qu'on l'a déjà abordé un peu dans notre discussion, là, mais la GTB, qui va être cantonnée à chauffage, ventilation, climatisation, c'est fini. Donc la GTB va vraiment être et ça commence déjà aujourd'hui, le cœur, le cerveau du building, et va devoir opérer et optimiser tout un écosystème. On a parlé tout à l'heure
de la demande d'énergie, du retour d'énergie, de pouvoir un bâtiment va produire sa propre énergie, va pouvoir avoir ses pompes à chaleur, ses panneaux solaires, va pouvoir prendre de l'énergie sur le réseau électrique quand nécessaire, va avoir des occupants qui vont utiliser l'énergie plus ou moins, de manière plus ou moins importante en fonction de si tout le monde arrive avec sa voiture électrique ou pas, etc. Et tout ça va devoir être optimisé de manière précise, rapide, traduit en bilan carbone aussi. Et la GTB va être un peu enfin pas un peu, va être totalement le chef d'orchestre de tout ça. Et il y a cette partie énergie, mais il y a également la partie qui peut pas aller sans, c'est toute la partie confort des utilisateurs. Et praticité, on va dire, pour l'utilisateur de l'ensemble du système, avec de plus en plus d'applicatifs AI, intelligence artificielle, pour pouvoir rendre le système encore plus intelligent et lui permettre de détecter on va dire des comportements qui pourraient soit altérer le bilan énergétique, soit la sécurité et la sûreté des gens qui sont dans le bâtiment. Donc tout ça va devoir travailler ensemble avec des architectures très hybrides. Il faut pouvoir avoir de la data et des données fermées dans le bâtiment et utiliser des leviers comme le cloud, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir computer toutes ces données, les optimiser. D'autres applicatifs dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais quand on produit de l'énergie, on peut le renvoyer dans la grille, enfin dans le réseau électrique, et tout ça on le monétise. Donc la GTB va aussi devoir gérer tous ces sujets de quelle facture je dois envoyer à EDF pour l'électricité que je leur ai donnée ce mois-ci. Donc toutes ces applicatifs-là, ils vont être intégrés dans la GTB dans 4 ans. Et puis, on n'a pas non plus parlé de ça jusqu'à présent, mais on a beaucoup parlé du cadre réglementaire, mais il y a également le cadre ESG, qui est aussi un gros driver pour l'adoption de solutions de performance énergétique. Donc, le ESG qui en fait... je vais dire oblige, mais c'est probablement pas le bon mot, les entreprises à reporter leur bilan carbone et leur consommation d'énergie à partir du moment où elles sont cotées dans les marchés. C'est le marché financier qui l'imposent. Et la GTB va être également au cœur et elle l'est déjà aujourd'hui, au cœur de ces rapports et de ces respecter ces critères. Donc, pour moi, ouais, je me répète et c'est comme ça que je le vois. Je pense que l'ensemble de l'industrie le voit. La GTB va être vraiment le chef d'orchestre et le cerveau d'un bâtiment optimisé. Je ne sais pas si on sera sur des bâtiments parfaitement autonomes partout. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de répétabilité des schémas d'utilisation, c'est plus difficile d'avoir une autonomie complète. Je pense qu'il y aura toujours une intervention humaine nécessaire, soit pour ajuster la stratégie, soit pour ajuster au final la stratégie pour le rendu. Oui. Peut-être que sur certains types de bâtiments, on sera capable d'optimiser. Je pense à des centres de logistique, par exemple, qui fonctionnent tout en automatisation. Déjà aujourd'hui, il faut rajouter la brique automatisation énergétique et on peut évidemment l'envisager. Dans d'autres bâtiments où il y a plus de mouvements, ça c'est probablement un petit peu plus compliqué. Et il faudra toujours des mains pour échanger le fil de la pompe à chaleur ou de la centrale de traitement d'air. Donc ça, oui, l'IA ne pourra pas le faire. Évidemment, alors, il y a la stratégie, il y a la maintenance, effectivement, mais plus ciblé, faire de la maintenance. C'est de l'entretien. Ce sera de l'entretien de machines, comme les usines autonomes qui existent, où on n'a plus que des techniciens et ingénieurs pour piloter l'usine.
et très peu. Et puis les techniciens pour entretenir les machines et huiler les boulons, quoi, entre guillemets. Et puis avoir des dashboards qui vont pouvoir te dire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais d'une manière totalement intégrée dans l'écosystème, cette machine, elle est moins performante parce que le filtre est un petit peu encrassé, donc il faudrait voir à le changer. Et puis pour le changer, il faut ce type de compétences. Donc, et après, pouvoir faire le lien avec la personne qui fait la maintenance, pour envoyer la bonne personne avec la bonne pièce au bon moment, enfin tous ces applicatifs que... C'est ce que permet Forge d'ailleurs sur un de ses modules. Exactement, la maintenance prédictive. J'avais peut-être un dernier sujet rapidement, il nous reste une grosse dizaine de minutes. On n'a pas parlé des petits moyens bâtiments. Je viens de faire la réflexion en voyant la date 2030, puisque c'est celle des petits moyens bâtiments. Justement, la GTB, elle s'est créée sur les gros bâtiments. Enfin, la raison d'être initiale de ce système, c'est les gros bâtiments, qui avaient besoin d'un orchestre, d'un chef d'orchestre entre tous ces gros équipements. Aujourd'hui, les besoins et la réglementation poussent vers des plus petites surfaces. Des surfaces, on va dire, à partir de 3000 et on va redescendre jusqu'à 200 mètres carrés. Typiquement, le commerce, en fait, le fleuriste, etc. Comment Honeywell adresse ça? Quelle est votre vision là-dessus? Moi j'ai déjà parlé avec tes équipes sur plusieurs sujets là-dessus. C'est très très récent comme sujet. Je veux dire, personne n'a trouvé la formule aujourd'hui. Tout le monde travaille dessus, mais il n'y a pas une solution claire qui se dégage leader du marché, que ce soit chez vous ou chez d'autres, en fait, sur ce sujet-là. Comment vous en parlez chez Honeywell? Et est-ce que vous regardez d'un œil, j'en terminerai là-dessus, les petites startups qui se mettent dans ce qu'on appelle, le mot a été créé, la GTB Light? Ouais. Je crois que, quelle que soit la surface, il y a une compétence métier qui est nécessaire. Et pourquoi il y a des petites startups et qu'est-ce qui fait que ça émerge? C'est que ces surfaces-là, ces bâtiments-là, les propriétaires de ces bâtiments-là n'ont pas les moyens de mettre une GTB. C'est comme si, pour reprendre un terme automobile, vous achetiez une Porsche pour aller au bout de la rue tous les jours. Après... pourquoi pas, hein, je veux dire, ça fait le job, hein, mais c'est peut-être pas le produit le plus adapté, hormis la partie plaisir qui peut aller avec dans l'automobile. Pour revenir au bâtiment, il faut des solutions qui soient adaptées à ces surfaces, et comme tu disais, parfois c'est un peu la grosse artillerie pour un besoin qui va pas être de la grosse artillerie. Ça n'a pas été pensé pour, en fait. Voilà, donc il faut s'adapter. Chez Honeywell, on a des solutions qui sont plus environnées sur des petites surfaces. Et puis évidemment, il y a la solution Forge qui reste quand même la plus adaptée. Mais qui fonctionne également sur des plus gros bâtiments. L'intérêt, c'est d'avoir en fait une supervision à distance et utiliser les économies d'échelle que peuvent apporter un cloud avec un business model qui va être probablement plus simple à gérer parce que plus sur de l'OPEX, que pas de gros investissements CAPEX pour ces plus petites surfaces et des retours sur investissement qui sont mesurables et dans les cordes de ce que vont attendre ces petites et moyennes surfaces. Donc les acteurs de GTB, start-up qui vont essentiellement être sur du software, je pense que ça peut fonctionner dans certains cas, mais je crois qu'on s'affranchira difficilement de la compétence métier que vous avez, que nous on a, si on veut obtenir les retours sur investissement qui sont attendus, et que ces petites surfaces qui ont probablement plus de critères de retour sur investissement, enfin pas forcément plus, d'ailleurs tout le monde a un critère de retour sur investissement, mais qui va être peut-être plus sensible que d'autres. Si on n'a pas de compétences métiers, c'est quand même difficile d'optimiser un système, quelle que soit la taille du bâtiment. Donc oui, il y en a, très bien. Est-ce qu'ils devront sur le temps? Je sais pas, à nous, constructeurs, avec nos intégrateurs, d'apporter les bonnes solutions, de nous adapter et de répondre à ce besoin. Il y a aussi un choc des deux mondes parce que c'est ce débat, pour moi c'est pas des débats, mais il y a des débats qui existent qui disent moi je fais du filaire, je fais du non filaire. Alors pour moi c'est juste sans contexte en fait. On fait les deux, pas tout l'un ou tout l'autre là-dessus. Et j'ai la sensation que dans le milieu des intégrateurs, c'est un milieu qui est très conservateur.
Oui. Enfin, au milieu des électriciens aussi, hein, je veux dire, des installateurs, parce que c'est le même secteur en fait, c'est des milieux très conservateurs. Et celui qui installe toujours la même chose depuis 10 ans, il n'a pas envie d'installer autre chose, quoi. C'est très comme ça. J'ai toujours mis ça, il y a un fil, ça marche, j'ai pas envie de. Jusqu'à ce que ils prennent plusieurs refus sur des affaires ou des choses comme ça, c'est là où ça amène la réflexion. Par rapport justement à ces suites-là, GTB Light, est-ce que vous regardez ce qu'ils font un peu en sonde? Est-ce que vous avez une veille là-dessus? En gros, j'en finirai là-dessus. Oui, il y a des équipes chez Honeywell qui s'occupent particulièrement de ces solutions. Et en règle générale, ça va de pair avec du multisite. Parce que sur des petites on prend des chaînes de restauration rapide, de vêtements, de ce qu'on peut penser lié au commerce. En règle générale, c'est sur du multisite. Donc, quelle solution on apporte pour pouvoir gérer du multisite? Et comme je disais, que l'investissement CAPEX, quand on commence à multiplier par des centaines, voire des milliers de sites, ça commence à devenir important. Donc, il faut avoir la bonne solution pour adapter ça. Et ce qu'on a lancé là très récemment sur un applicatif Forge, ça vient également avec une gateway qui est en termes de prix qui est vraiment très abordable et qui permet en fait de s'y mettre sans avoir à investir un bras. Donc on a des équipes qui sont particulièrement focalisées sur ce sujet du multisite et de la plus petite surface. Et puis, comme tu disais, si on veut être, c'est dans 4 ans, si on veut être en ligne avec ce que demande la réglementation ou l'agenda ESG, il va falloir être capable de couvrir ce type de bâtiment. Donc, c'est partie intégrante de notre développement produit et de notre réflexion stratégique sur le plus long terme. Je comprends. Écoute, pour finaliser ce podcast, je te laisse le mot ou la phrase de la fin, Gwenaëlle. Est-ce que tu aurais une phrase, un mot, une pensée particulière que tu voudrais dire pour clore ce podcast, pour les intégrateurs, bureaux d'études, clients finaux, en gros pour le secteur de l'intelligence énergétique, on va dire, au sens large. Je pense que vous êtes, et nous sommes tous sur le bon marché. Il y a vraiment des challenges technologiques, des challenges environnementaux. Il y a un vrai sens à ce qu'on fait tous les jours. C'est quand même très, 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 très motivant. Et puis, rester toujours à l'écoute de ce que veulent les clients finaux. Challenger les constructeurs, les fabricants, les intégrateurs pour apporter les solutions que veulent ces clients finaux et rester vraiment à la page des évolutions technologiques parce que ça va vite, très vite. Et il faut vraiment, dans les bonnes résolutions 2026, s'assurer que les équipes, on élève les compétences et qu'on puisse répondre et aux besoins des clients et aux évolutions techniques qui arrivent sur le marché. Gwenaëlle, merci beaucoup. Merci Maxime, c'était un vrai plaisir. Et d'avoir pu discuter pendant 1h30. Chère audience de la Brève de l'énergie, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode.